Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, honorable président de l'Assemblée nationale, distingués membres du bureau, honorables députés. Je me tiens ce jour devant votre auguste Assemblée à la suite de la présentation le 11 novembre dernier du projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2020 pour essayer de rencontrer les préoccupations des honorables députés. D'emblée, je voudrais dire que la pertinence des observations formulées et des questions soulevées traduit tout l'intérêt que les élus du peuple que vous êtes attachent au fonctionnement optimal du schéma de la redevabilité financière dans lequel chaque acteur du dispositif institutionnel des finances publiques doit s'inscrire et dont le ministre des Finances est comptable. Qu'il me soit permis à cet effet de vous exprimer toute ma gratitude au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, de tout l'exécutif et au mien propre et à celui de toute l'équipe qui est avec nous ici ce jour. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, en substance, j'ai retenu, identifié 45 questions posées par les honorables députés, par les 28 honorables députés qui se sont succédés, et celles-ci peuvent être regroupées en 6 grandes thématiques. Premièrement, la problématique de la numérisation du dépôt du projet de loi. Deuxièmement, les omissions, les décaissements, nuls ou inférieurs aux assignations, les sous-consommations de crédit. Troisièmement, les dépassements de crédits alloués aux institutions et les questions liées à la justice distributive. Quatrièmement, l'observation de la Cour des comptes. Cinquièmement, le contrôle de l'exécution du budget par le ministre des Finances. Sixièmement, la non-conformité des budgets annexes et des comptes spéciaux. En guise de réponse, en ce qui concerne la numérisation des dépôts du projet de loi de finances, le gouvernement est animé par le même souci que les honorables députés, parce qu'in fine, il s'agira d'économiser des sommes importantes consacrées aujourd'hui à l'impression, la reliure et le brochage du projet de loi en des milliers d'exemplaires. Néanmoins, conformément à la loi, à la LOFIP, qui parle du dépôt, le format physique nous a semblé encore de mise. Mais il n'empêche qu'à la lumière des observations faites ici le 11 novembre dernier et qui semblaient refléter un large consensus, nous serions nous-mêmes très désireux de passer à la dématérialisation de cette distribution. Et pour tout vous dire, en ce qui nous concerne, et je le parle sous contrôle du ministre du Budget avec qui nous nous sommes concertés sur cette question, nous sommes disposés à le faire dès que nous serons saisis par le président de l'Assemblée pour passer à cette dématérialisation pour les prochaines éditions. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le gouvernement, nous avons déjà procédé à cette dématérialisation. Au moment où nous parlons, une commande de tablettes est en cours de livraison pour l'ensemble des membres du gouvernement, de manière à ce que le travail gouvernemental au sein des différentes commissions puisse être allégé et facilité. Nous sommes totalement désireux de faire de même avec l'Assemblée nationale dès qu'on nous en fera la demande. Concernant les préoccupations en rapport avec les omissions de certaines entités territoriales, institutions ou certains services publics, les décaissements nuls ou en deçà des allocations prévues, les sous-consommations de crédit, je voudrais ici relever que votre gouvernement est également préoccupé par cette question. Néanmoins, puisqu'il s'agit de l'année 2020, nous assumons le principe de continuité et nous avons d'ailleurs tiré les leçons de ces remarques récurrentes au cours de cette année. Et je vais vous en donner un exemple. S'agissant du cas des provinces, chaque jour nous recevons, de la part des honorables députés, des sénateurs et du public en général,
des remarques lorsque l'une ou l'autre des entités territoriales ou des provinces n'est pas suffisamment, semble être désavantagée dans les transferts que nous faisons aux provinces. Et au moment où nous parlons, il y a quelques provinces d'ailleurs qui sont en retard par rapport à d'autres. Et notre souci est de nous assurer que ces provinces soient au même niveau de manière à respecter le principe d'équité dans les transferts que nous faisons aux provinces. Mais l'effort est réel et je pense que les chiffres de 2021 le prouveront. En termes de transferts aux provinces, qu'il s'agisse des assemblées provinciales, qu'il s'agisse des gouvernements provinciaux, qu'il s'agisse des budgets d'investissement, même si ce n'est pas encore systématique, l'effort qui est fait par rapport aux années précédentes est évident. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le budget d'investissement, nous nous sommes entendus dire que pour la plupart, c'est depuis 2012 ou 2014 que les provinces ne recevaient plus de budget d'investissement, ce que nous avons pu reprendre en 2021. Tout cela traduit l'effort que nous faisons pour tirer les leçons du passé et donner un sens aux progrès, aux petits progrès enregistrés en matière de recettes publiques. Nous sommes convaincus, nous savons très bien que les attentes vont au-delà de ce qui est fait, mais nous sommes convaincus que nous pourrons bénéficier de la compréhension de cette auguste assemblée au fur et à mesure que nous ferons des progrès. Et nous ne sommes pas gênés de venir en parler avec vous, de venir nous justifier chaque fois que vous en formulerez la demande. Troisièmement, la problématique récurrente des dépassements et son corollaire de justice distributive. Elle également mérite toute notre attention. Pour ce qui est des dépassements budgétaires, il y a deux façons de considérer la question. La première, c'est sur le plan juridique. Eh bien, sur le plan juridique, le pouvoir de modification réglementaire existe bel et bien. Et il est non seulement précisé dans la loi, mais il est également encadré. Il s'agit de mécanismes de mouvement de crédit prévus par les articles 45 à 51 de la loi du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, complétées par des procédures particulières prévues aux articles 69 à 73 de la même loi. En substance, le Parlement vote la loi de finances que le pouvoir réglementaire met en œuvre. Dès lors, au-delà de l'autorisation parlementaire, l'exécutif peut justifier d'adapter le budget aux nouvelles circonstances, aux aléas ou aux impératifs. Sur la base de ces dépassements constatés, cela peut donner lieu à une loi de finances rectificative. Et donc, nous sommes dans la loi. C'est pour cette raison que d'ailleurs, le ministre d'État, ministre du Budget, est venu vous présenter une loi de finances rectificative. C'est pour compléter et achever la loi. Donc, sur le plan juridique, des dispositions existent. Mais maintenant, dans les faits, puisqu'on dit, les juristes ont l'habitude de dire que les faits précèdent toujours le droit. Dans les faits, ce qui explique ces divergences, ces dépassements ou ces faiblesses d'exécution, la première raison, c'est d'abord la qualité de la prévision budgétaire. Et là, c'est aussi une leçon que nous devons tirer pour l'exercice dans lequel nous sommes par rapport au projet 2022. La tendance est toujours d'exprimer des ambitions qui vont au-delà des moyens. C'est une ambition, c'est pour pousser les gens à faire plus, mais souvent ça se retourne contre nous. Lorsque les prévisions vont trop au-delà de la réalité, eh bien, certains services ont l'avantage de consommer plus que d'autres et ça crée des frustrations. Donc, voilà pourquoi il est toujours recommandé beaucoup de prudence pour avoir un budget sincère. Mais cette prudence ne doit pas se traduire en manque d'ambition. Et c'est là la difficulté, et c'est là que politiquement, parfois, ça suscite des débats houleux. Deuxièmement, il y a les imprévus. On ne peut pas les maîtriser. Lorsqu'on prévoit un budget pour les catastrophes naturelles, on ne peut pas savoir à l'avance combien il y en aura. Lorsqu'on prévoit un budget pour les questions sécuritaires, on peut être dépassé par les faits. Lorsqu'on s'engage dans un état de siège, on peut également être dépassé par les besoins occasionnés par cet état de siège.
Et donc, ce sont des réalités que nous vivons tous les jours, surtout dans notre pays, qui a beaucoup de fragilité, beaucoup de risques, catastrophes naturelles, sécuritaires et même sociaux. Et il faut y faire face tous les jours avec les mêmes moyens limités. Troisièmement, il y a les questions de souveraineté. Quoique nous soyons en difficulté budgétaire, parce qu'il faut le dire, il faut le reconnaître, 10% du PIB, c'est trop faible pour gérer efficacement un pays. Il faut qu'on se le dise. La moyenne africaine est à 20-22% du PIB. Donc, nous avons un gros effort à faire pour donner au gouvernement le moyen de gérer correctement le pays. Mais lorsque nous n'avons que 10%, c'est un petit gâteau, nous devons le partager. Il y a nécessairement des tensions. Les tensions commencent au niveau des dirigeants et elles vont au niveau des populations. Et comment assurer l'équité dans ces conditions? Comment assurer la protection de la justice distributive pour les plus petits? Voilà l'équation que nous avons à résoudre au quotidien. Voilà ce qui explique le fait que même lorsque le budget est voté, la réalité, les imprévus, les tensions face à un gâteau qui est petit, nous mettent tous les jours en difficulté et nous exposent en permanence. Et je crois que vous savez de quoi je parle. Donc, dans ces conditions, nous devons parfois faire des choix difficiles. Par exemple, nous voudrions augmenter davantage les salaires, notamment des plus petits. Mais vu la masse des gens, c'est extrêmement compliqué. Parce que dès qu'on bouge un peu, les chiffres explosent et on ne peut plus les contenir. En même temps, nous avons un État qui doit être respecté. Nous avons un gouvernement qui doit être respecté parce qu'il est l'image du pays. Nous avons des institutions qui doivent être respectées. Comment assurer un minimum de respect pour les institutions sans qu'on nous accuse de ne nous occuper que des institutions au détriment du grand peuple? Voilà les questions que nous avons à résoudre en permanence et des questions pour lesquelles nous avons besoin de davantage de compréhension de la part de notre Assemblée. Parce que ce sont des questions difficiles à résoudre. Et nous faisons un effort pour que nos institutions soient respectées, au premier rang desquelles l'Assemblée, le Sénat. Mais nous avons en même temps des pressions qui viennent de partout et d'en bas. Aidons-nous à trouver les réponses adéquates. Et la première des réponses est d'accroître les recettes. Voilà pourquoi nous mettons le paquet sur comment accroître les recettes pour nous libérer de cette tension-là. Mais ces questions de souveraineté se posent à tous les niveaux. Nous avons des questions, on a posé souvent des questions sur les voyages, les ceci, les cela, mais nous avons un État qui doit être représenté. Nous assumons des responsabilités au niveau continental. L'Union africaine en ce moment, la SADC bientôt. Ça exige des responsabilités, une représentation du chef de l'État, donc des déplacements, avec tout ce que cela implique comme dépenses récurrentes. Voilà les responsabilités que nous avons au quotidien, devant lesquelles nous devons faire des choix qui ne sont pas toujours prévus au budget de manière détaillée. Et c'est tout cela qui peut occasionner des sous-consommations d'un côté, parfois des surconsommations de l'autre, et nous devons gérer ça au quotidien de la manière la plus efficace possible, selon la confiance que vous voulez bien nous accorder pour le faire et selon la qualité du dialogue que nous avons entre nous pour réduire les pressions et les tensions par rapport à ces défis-là. Quatrièmement, en ce qui concerne les observations de la Cour des comptes, dont d'ailleurs je salue la pertinence. Sur les calculs, je relève qu'il s'agit tout simplement d'une divergence d'approche entre la Cour des comptes et le projet élaboré par mes soins au sujet des revenus des bons du Trésor que la Cour considère comme des recettes exceptionnelles. La meilleure approche, nous semble-t-il, est celle de ne pas considérer les revenus issus de l'adjudication des bons du Trésor comme une recette budgétaire. Parce qu'en réalité, en matière financière, c'est un moyen de financement. Les bons du Trésor, c'est un moyen de financement comme l'emprunt, etc. Et donc, c'est une solution de trésorerie et ce n'est pas une recette propre. Somme toute, pour le projet de loi de finances 2022, sous examen, le gouvernement n'a pas retenu les bons du Trésor parmi les recettes budgétaires. Il s'agit simplement d'un moyen de financement. Au sujet du dépôt tardif de la loi portant reddition des comptes, un retard a été observé en effet dans le dépôt du projet de loi pour des raisons que vous connaissez très bien.
c'est-à-dire c'était les mutations en cours au sein de votre institution. Mais dès que nous avons pris nos fonctions, dès le mois d'avril 2021, j'ai pris soin d'adresser une correspondance à l'honorable président de l'Assemblée pour relever ce retard que nous aurons dans la finalisation du projet de loi de reddition des comptes. Et le président de l'Assemblée a eu l'amabilité de nous accorder un délai supplémentaire en nous invitant à le faire au plus tard le 15 septembre. Nous avons tenu ce délai et nous remercions une fois de plus l'Assemblée nationale pour ce pragmatisme et cette compréhension. Cinquièmement, les questions soulevées en rapport avec le contrôle pour s'assurer que la dépense effectuée est matérialisée par une utilité publique visible et palpable, c'est-à-dire une route, une école, un bâtiment, ce sont des questions extrêmement importantes. En guise de réponse, il y a lieu de relever qu'étant donné que le ministre des Finances est l'ordonnateur général des recettes du pouvoir central et en même temps ordonnateur général des dépenses, en espérant qu'un jour, bientôt, on va déconcentrer l'ordonnancement, c'est-à-dire on responsabilisera davantage les ministères à gérer la dépense. Aujourd'hui, l'ensemble de ce dispositif financier, du contrôle financier, s'appuie sur 4 leviers. La direction de l'audit et du contrôle de gestion qui permet d'assurer les missions d'audit et de contrôle de gestion des finances publiques et des deniers publics. Direction que je suis en train de renforcer au moment où nous parlons. Et un arrêté sera pris à cet effet. La direction de préparation de la reddition des comptes qui permet de s'assurer de l'image fidèle de l'exécution du budget. Et permettez-moi humblement de saluer le travail abattu par cette direction qui nous a permis de venir à temps vous présenter ce projet de loi sur la reddition des comptes. La direction de la réglementation et de la qualité comptable qui permet d'assurer la qualité des comptes et de la comptabilité publique. L'inspection des services du Trésor qui permet, dans le cadre de la réforme en cours, d'assurer le contrôle de gestion sur pièce et sur place auprès des postes comptables du réseau. Comme vous le savez, nous sommes dans une grande réforme. Nous allons bientôt mettre en place une grande direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Il y a des grands changements en cours qui vont renforcer et solidifier notre réseau des comptables, le contrôle des dépenses publiques. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, même si nous avons réalisé des progrès immenses grâce à l'émergence de l'Inspection générale des finances, aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire pour contrôler les dépenses publiques. Tous les corps de contrôle sont en difficulté. Je ne parle même pas des dépenses courantes, des dépenses de fonctionnement, mais surtout des dépenses d'investissement. Traditionnellement, historiquement, cette fonction concernant les dépenses d'investissement était dévolue au ministère du Plan, qui préparait le plan, qui exécutait les dépenses d'investissement et qui en assurait le contrôle. Pour une suite de raisons historiques pour lesquelles je ne peux pas revenir maintenant, eh bien, les capacités d'action du ministère du Plan par rapport à cette fonction-là ont été érodées, se sont effritées. Aujourd'hui, notre capacité de contrôle des dépenses est très faible. L'IGF fait ce qu'elle peut et chaque jour qui passe est rempli de révélations sur ce qui se passe en matière de dépenses. Il ne se passe pas un mois sans que nous ayons un problème, un cas majeur à gérer. Mais cela ne suffit pas parce que l'IGF ne peut pas être sur tous les dossiers. Donc, d'abord, c'est une question de changement de mentalité, comme semble vouloir le montrer l'IGF, parce que l'IGF, ce sont les mêmes inspecteurs qui étaient là avec nous depuis tout ce temps. Mais quelque chose de nouveau a pris. Nous souhaitons que ça se répande dans les autres services. Ça nous fera économiser du temps et des moyens et ça nous fera progresser plus vite. Mais c'est vraiment un point important. Mais je peux vous dire qu'au moment où nous parlons, je ne veux pas revenir sur des détails, sauf si vous me rappelez ici pour me poser des questions, mais il y a des projets pour lesquels des interventions sont faites pour que des paiements soient faits.
Et j'en ai un la semaine dernière. J'ai dû envoyer une mission parce que je n'étais pas convaincu du paiement qu'on voulait me faire à l'intérieur du pays. Et je peux vous dire que j'ai eu un rapport. La mission n'est pas encore revenue, mais j'ai déjà eu un rapport grâce notamment à l'informatique. Eh bien, je vous assure combien était ma déception. Rien n'a été fait. Zéro. Aucune construction, aucun bâtiment, mais des réclamations de paiement comme s'il s'agissait d'une dette. Voilà le genre de situation que nous vivons au quotidien. Nous sommes très ouverts, très disposés à faire preuve de compréhension et à être sensibles à la politique que vous menez dans les territoires où vous nous représentez. Mais voilà les risques que nous avons au quotidien et voilà les situations que nous rencontrons. Mais nous faisons le mieux que nous pouvons malgré ces difficultés-là. Enfin, en ce qui concerne la non-conformité des budgets annexes et des comptes spéciaux, autant la préoccupation de la Cour des comptes est partagée par votre auguste Assemblée, autant elle l'est par nous, ministère des Finances, je dirais par l'ensemble du gouvernement. Néanmoins, le projet de loi portant reddition des comptes étant présenté sous la même forme que la loi de finances de l'année à laquelle il se rapporte, nous estimons que cette question sera résorbée complètement dans le cadre des réformes des finances publiques en cours et qui constituent d'ailleurs notre cheval de bataille. Honorable Président, distingués membres du Bureau, honorables députés, j'espère avoir rencontré tant soit peu l'essentiel, sinon l'ensemble des préoccupations soulevées par votre auguste Assemblée. Et une fois de plus, je vous renouvelle ma vive reconnaissance pour votre attention et je vous assure de ma totale disponibilité pour revenir quand vous le souhaiterez. Je vous remercie.